Dans cette séance, nous allons expliquer la chaîne de production de programmes. Nous avons déjà expliqué comment est-ce qu'avec des 0 et des 1, on peut représenter les différentes données, que ce soit des images, du texte, du son, etc. Après ça, nous avons parlé de la machine en tant que telle, physiquement, comment créer le microprocesseur, comment créer la mémoire, qui vont traiter ces 0 et 1, qui vont utiliser le langage binaire. Et nous avons parlé des circuits logiques et surtout des transistors qui créent les portes logiques et les portes logiques qui créent les différents circuits logiques. Et les circuits logiques sont le jeu d'instructions d'un microprocesseur. Après ça, nous avons parlé de comment est-ce qu'on exécute une instruction. Nous avons parlé comment est-ce qu'on prend l'information depuis un périphérique d'entrée comme un clavier. Comment est-ce qu'on traite cette information dans la mémoire et on l'achemine vers le registre d'instruction qui, lui, la décompose avec le séquenceur en plusieurs sous-instructions. Sinon, il la traite directement, il va chercher les opérandes, il fait le calcul, il met le résultat dans l'accumulateur et après ça, on peut enregistrer à nouveau le résultat dans la mémoire ou l'acheminer vers un périphérique de sortie. Donc, tout ça, on a supposé qu'il y avait un programme dans la mémoire où il y a plusieurs instructions et une zone dans la mémoire où il y a les données. Maintenant, on parle de cette zone où il y a les différentes instructions. C'est quoi un programme et comment est-ce qu'on le charge dans la mémoire? Depuis qu'on écrit le code, on sait qu'un programme, c'est une suite d'instructions. Je veux solutionner un problème, je vais penser à la façon dont solutionner le problème. Après ça, je vais écrire du code, je vais écrire des instructions et l'ordinateur il va exécuter une après l'autre de ces instructions. Donc dans cette séance, c'est ce qu'on va détailler depuis qu'on écrit le code jusqu'à ce qu'il soit chargé dans la mémoire. Et le reste, on sait comment est-ce qu'on l'exécute, c'est ce qu'on a vu la séance dernière. Alors, la chaîne de production de programmes désigne le processus permettant la création d'un programme exécutable placé en mémoire centrale à partir d'un programme dit source écrit en langage haut niveau. Bien sûr, quand on écrit le programme, on ne l'écrit pas directement comme exécutable, mais on écrit du code et après ça, ce code, on le transforme en exécutable. Alors pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas directement l'exécutable? Parce que la machine ne parle que des 0 et des 1. Si vous voulez écrire directement dans la mémoire, on est obligé de programmer avec le langage binaire. Et ça se faisait. Avant, on utilisait des cartes perforées où des trous sont des 0, s'il n'y a pas de trous, c'est des 1. Et on les donne à la machine qui lit les 0 et les 1, donc on programmait avec des 0 et des 1. Vous imaginez que c'est devenu impossible avec le nombre de lignes de code qu'on écrit maintenant. Alors, on est passé à utiliser ce qu'on appelle des langages haut niveau. C'est quoi un langage haut niveau? On aimerait bien programmer avec notre langue, dire à l'ordinateur quoi faire avec du français, de l'anglais, mais c'est impossible parce que jusqu'à présent, c'est difficile pour la machine de comprendre les instructions utilisant notre langage naturel. On peut juste changer d'intonation pour dire autre chose, donc jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour l'ordinateur. C'est pour ça on choisit un compromis entre les deux, on utilise des langages haut niveau. Les langages haut niveau, ils sont proches de notre langue, plus proches de l'anglais en fin de compte. Si tu veux dire si, tu vas dire if, donc ils sont très proches de notre langue, mais ils respectent une grammaire. Une grammaire qu'on est obligé de suivre, comme ça l'ordinateur, il n'y a pas de confusion pour lui. Alors si on résume maintenant, on écrit avec un langage haut niveau, comme ici. Regardez, nous avons if pour dire si, c'est une condition. Sinon, le else if, sinon, vous voyez, c'est de l'anglais, mais je ne peux pas écrire n'importe quoi. Je dois respecter une grammaire. Ça, c'est un langage haut niveau. Mais comment est-ce qu'il devient un exécutable dans la mémoire? Eh bien, il y a ce qu'on appelle une compilation. Le compilateur de ce langage de programmation, il va automatiquement créer, il va corriger d'abord les erreurs et créer automatiquement le code qui est en langage bas niveau. Et ce langage bas niveau comme l'assembleur par exemple, il va être transformé en langage machine, un langage que la machine comprend, qu'elle peut exécuter. Et c'est ça les instructions qui vont être dans la mémoire.
Alors, pour les définitions, le langage de programmation bas niveau, ils fournissent peu ou pas d'abstraction, comme l'assembleur. Ça veut dire, vous avez un if, ils vont le faire avec un jump par exemple, et il n'y a pas d'abstraction. C'est juste une instruction qui fait une chose, il n'y a pas d'abstraction dessus. Donc il est difficile à utiliser. Bien sûr, on ne peut pas utiliser le langage bas niveau parce que ça va nous demander à chaque fois, si on veut faire juste un switch par exemple qui est fait par plusieurs if, alors on est obligé de le recréer à chaque fois. Ils permettent de programmer efficacement, c'est vrai, parce que chaque instruction, on la traduit à l'instruction machine elle-même, donc qui marche sur juste cette machine, donc elle est efficace pour cette machine. Mais le problème, c'est que si on veut faire un if sur différentes machines, on est obligé d'utiliser l'instruction bas niveau de chaque machine. On sait que chaque processeur a son jeu d'instructions. Alors pour programmer sur différents microprocesseurs, on est obligé à chaque fois, pour chaque matériel, de traduire le if à jump qu'on utilise, que cette machine utilise. Donc ça devient très redondant, mais c'est très efficace. Les langages de programmation au niveau quant à eux, ils séparent la sémantique d'exécution d'une architecture informatique des spécifications du programme. Ça veut dire, tu veux faire un if, tu fais un if. Comment est-ce qu'il est traduit avec un jump, avec je ne sais pas quoi. Donc chaque machine est là ses propres jeux d'instructions. Là, ce n'est pas notre rôle. C'est comme on avait dit, c'est un compilateur qui va le faire pour nous. Donc nous, on écrit le if et lui, si tu l'exécutes sur une machine, il va le traduire d'une façon adaptée à cette machine. Bien sûr, le code ne va pas vraiment être efficace parce qu'il traduit pour tous les types de matériel. Simplifie le développement des programmes. Bien sûr, je veux programmer, je ne vais plus me soucier sur quelle architecture je vais programmer. Je vais écrire mon if et après c'est le compilateur qui va le traduire pour un Macintosh, pour un CPU différent. Donc c'est moins de travail pour le programmeur. Les langages haut niveau, vous avez certainement entendu parler de quelques-uns. Java, C++, C Sharp, il y en a plusieurs. Alors, c'est quoi un langage haut niveau? Donc, comment est-ce qu'on crée un langage haut niveau? La définition d'un langage haut niveau s'appuie sur un alphabet, l'ensemble des symboles élémentaires disponibles dans le langage. C'est des caractères, des chiffres. Qu'est-ce que je vais utiliser dans mon langage? Par exemple, le if, par exemple, donc c'est composé d'un i qui est une lettre, d'un f qui est une lettre. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ce programme? C'est quoi mon alphabet? Le français, vous avez de A jusqu'à Z. Mais pour un langage de programmation, c'est vous qui allez spécifier qu'est-ce que vous allez accepter, qu'est-ce que vous allez utiliser dans ce langage de programmation. Un ensemble de lexèmes. Un lexème est un groupe de symboles élémentaires admis par le langage dont la structure est donnée par une grammaire. On a parlé du if, le i, ça appartient à l'alphabet, le f, ça appartient à l'alphabet, mais le if, ça représente un lexème. Donc quand je prends le if, pour moi, c'est une unité, c'est un lexème, il signifie quelque chose par rapport à la grammaire. Un autre exemple ici, A1 est un lexème composé de deux symboles élémentaires A et 1. Et ça va signifier un identificateur, c'est le nom d'une variable ou quelque chose. Des instructions, le langage de programmation, c'est pour écrire des instructions. On a défini un alphabet pour dire quels sont les caractères qu'on va accepter, qu'on va utiliser. Nous avons défini des lexèmes pour que ce soit la plus petite entité qu'on gère. C'est quoi un lexème, c'est quoi le if, c'est quoi le A1, etc. Et après ça, on définit les instructions. Un groupe de lexèmes dont la structure est elle aussi donnée par une grammaire. Donc on prend ces lexèmes et on va dire voilà la grammaire correspondant à ces lexèmes. Si on revient toujours à notre if, alors on va dire s'il y a un if, juste après je vais avoir une parenthèse. Et dans la parenthèse, je vais avoir une condition. Et après la condition, voilà comment est-ce qu'elle est faite, la condition. Et la condition, après la condition, je veux fermer la parenthèse. Donc ça va être la grammaire pour le if. Cette structure peut être décrite par un arbre, c'est ce qu'on appelle l'arbre syntaxique. Exemple, A1 égale 3.
Pourquoi l'arbre syntaxique? Tout simplement, ça va être plus simple pour une machine. On avait dit que c'est le compilateur qui va créer le code. Donc, pour voir est-ce qu'on a écrit du code correct ou pas, il va créer ce qu'on appelle une arbre syntaxique. Et pour lui, il va suivre l'arbre pour voir est-ce qu'on a respecté la grammaire ou pas. On va utiliser aussi un ensemble de symboles terminaux qui sont des symboles élémentaires admis dans le langage. Donc, les terminaux, on n'a pas à les analyser, ils doivent être là. Par exemple, pour commencer un programme, on peut dire qu'il commence par début et se termine par fin. Alors, dans tous les programmes, je dois trouver début. Le début, là, c'est un lexème, oui, mais c'est un terminal. Ça veut dire que je ne vais pas analyser une grammaire derrière. Quand je le trouve, je le connais. Je sais que c'est pour débuter. Donc, c'est quelque chose qui ne change pas. Par exemple, la multiplication égale, je sais à quoi ça sert. Donc, c'est des terminaux qui ne changent pas. Un ensemble de règles syntaxiques. C'est quoi les règles syntaxiques? On avait dit qu'on doit respecter une grammaire, donc les règles de syntaxique, ça permet d'exprimer cette grammaire. Par exemple, je peux dire qu'un nombre dans mon langage de programmation, c'est quoi? C'est un chiffre ou un nombre et juste à côté un chiffre. On va expliquer par la suite cette règle syntaxique juste après avoir expliqué le BNF. BNF, c'est quoi? C'est la notation de Backus-Naur. Elle est largement utilisée pour décrire la syntaxe d'un langage et spécifier les règles de production de grammaire associées. Voilà. Pour stipuler c'est quoi vos règles, vous allez utiliser BNF, la notation de Backus-Naur, pour dire le nombre, par exemple, est constitué d'un chiffre ou d'un nombre est un chiffre, comme l'instruction qu'on vient de voir. Avec ce formalisme, une règle de production s'écrit, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est un nom terminal. Ça, c'est un métasymbole qui dit comment est-ce qu'on le définit. Deux points égal, ça veut dire voilà comment est-ce qu'on le définit. Ici, c'est un autre nom terminal. Ça, c'est un ou, c'est aussi un métasymbole. Et ici, c'est un nom terminal et on va définir les noms terminaux. La syntaxe BNF est composée de des métasymboles. C'est des symboles qui appartiennent à la notation de Backus-Naur. Ils n'ont rien à voir avec le langage que je veux décrire. Par exemple, ici, les deux points égales, ou le ou ici. Nous avons aussi les accolades. Si vous trouvez des accolades dans la BNF, ça veut dire que c'est des éléments qui peuvent se répéter. Ce que ça dit, c'est que ce qui est entre les accolades, ça se répète plusieurs fois. Nous avons aussi les crochets. Ils entourent les éléments optionnels. Ça veut dire si on les trouve, ce qu'il y a à l'intérieur, on peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. Les terminaux maintenant. Les terminaux, ce sont les symboles du langage décrit. C'est des symboles qui ne changent pas. Et les noms terminaux sont les noms des catégories que l'on définit. Comme ici, objet 1 du langage, c'est une catégorie que je vais définir, c'est un nom terminal. Les noms terminaux, c'est ce que vous allez trouver entre inférieur et supérieur. Ça veut dire ce qu'on définit, ce que peut prendre différentes valeurs. Exemple, trouvez les métasymboles, les terminaux et les non terminaux dans les deux définitions ici. Chiffre, deux points égale 0 ou 1 ou 2 ou 3 et ça jusqu'à 9. Vous voyez comment est-ce que je définis un chiffre? Un chiffre, c'est soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'à 9. Ça peut être une chose parmi tous ces choix. Je définis aussi la structure if. Dans cette structure, je dois trouver i, f tel qu'il est, le i et le f. Après ça, je dois trouver une parenthèse. Après ça, je vais trouver une condition. Et là, je suis obligé de définir c'est quoi une condition après. Mais nous, on prend juste les deux exemples juste pour trouver les métasymboles, les terminaux et les non-terminaux. Après ça, je vais trouver la parenthèse fermée. Et après ça, je dois trouver une accolade. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'on a utilisé les guillemets pour les accolades. Pour dire, c'est pas un métasymbole, mais c'est juste le caractère en tant que tel. Parce que le métasymbole, ça veut dire que ces instructions, ils peuvent se répéter plusieurs fois. Mais ici, j'ai juste besoin d'avoir l'accolade comme caractère. Alors, prenez votre temps à essayer de trouver rapidement c'est quoi les métasymboles, c'est quoi les terminaux et c'est quoi les non-terminaux.
Ok, je vais donner maintenant la solution. Pour les métasymboles, c'est clair, nous avons le 2 points, 2 points égal, qui veut dire je vais définir ce qui est à gauche. C'est est défini par. Et nous avons le ou ici, c'est une alternative. Ça, c'est ou. Pour les terminaux, les choses qui ne changeront plus, donc nous avons le 0, c'est un terminal, on va l'utiliser tel quel. Le 1, le 2 jusqu'à 9, de 0.9 pour dire de 0 jusqu'à 9. Le if, je dois le trouver tel qu'il est, donc if. La parenthèse ouverte, la parenthèse fermée et les deux accolades. Maintenant, c'est quoi les non terminaux? C'est simple, c'est tout ce qui est entre inférieur et supérieur, c'est ce que je définis ou je dois définir. Ici, chiffre, c'est ce que je définis. Structure if, c'est ce que je définis. Et condition, bien sûr, je dois la définir. La machine doit savoir c'est quoi une condition. Et instruction aussi, je dois la définir après. Nous avons pris juste un exemple des deux instructions suivantes. Exercice, définir un entier non signé. C'est quoi? C'est comme 0, 1, 125, 314. Donc, c'est quoi un entier non signé? Comment est-ce que vous pouvez le définir en utilisant la notation BNF? Comment dire à la machine cet ensemble de caractères, c'est un entier non signé? C'est ce que vous allez faire tout de suite avec ce qu'on vient de voir de la BNF. Alors, la solution, j'ai choisi d'appeler ça entier-en bas ns pour entier non signé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et bien sûr, je l'entoure d'inférieur et supérieur. C'est un nom terminal que je veux définir. Il est défini par le métasymbole pour définir par c'est lui. Donc 2 points, 2 points égal. C'est-à-dire je veux définir un entier non signé. Il est défini par un chiffre. Nous avons vu déjà c'est quoi un chiffre. C'est soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'à 9. Ou chiffre. Et juste à côté, j'ajoute entier ns encore une fois. Je vous explique pourquoi. Supposez que vous n'aviez pas cette partie-là. Alors, un entier non signé pour vous maintenant, c'est un chiffre. Ça veut dire que je peux représenter 0, 1, 2 jusqu'à 9. Ce chiffre, je peux le remplacer par ses valeurs, par une de ces valeurs, soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'à 9. Est-ce que je peux écrire 10? Non, je ne peux pas écrire 10 parce que c'est juste un chiffre. Je peux remplacer le chiffre par une de ces valeurs. Maintenant, pour représenter 10, 20 jusqu'à 99, je peux écrire quelque chose comme chiffre ou chiffre et juste à côté, chiffre. Ce chiffre-là, c'est pour représenter de 0 jusqu'à 9. Donc si vous avez par exemple 3, est-ce que 3 c'est un entier non signé? Entier non signé, je vais le remplacer par chiffre et ce chiffre, je vais le remplacer par 3. Donc, c'est une des valeurs de chiffre. Par contre, si c'est 34 par exemple, maintenant vous allez vous dire, est-ce que 34 est un entier non signé? Alors, vous allez dire, ok, est-ce que je vais utiliser chiffre? Non, je ne peux pas utiliser chiffre parce que chiffre, je peux juste remplacer soit 3, soit 4. Donc, ça ne marche pas. Au contraire, entier non signé, je vais le remplacer par chiffre, chiffre. Et ce chiffre, je vais le remplacer par 3. Et ce chiffre, je vais le remplacer par 4. Et je viens d'avoir 34 par la définition de entier ns. Donc 34, c'est un entier non signé. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour 345? Est-ce que je peux l'avoir avec ça? Non, je ne peux pas l'avoir parce que 3, il est obtenu de ce chiffre, 4 obtenu de ce chiffre, et les 5, je n'ai pas de 5. C'est pour ça que je dois ajouter un ou et écrire 3 fois chiffre, chiffre, chiffre. Et je ne vais pas finir. Donc, pour 1245, je vais avoir besoin d'ajouter une autre partie. Donc, ça ne marche pas. Ce que j'ai fait ici dans la définition, c'est dire que lui, c'est un chiffre. Et à côté de lui, c'est un chiffre ou lui-même, entier ns. C'est un peu de la récursivité. Je vais expliquer. Maintenant, si nous avons 1245 et on veut savoir est-ce que c'est un entier non signé. Alors, pour lui, est-ce que je vais choisir cette définition ou cette définition? Si je choisis cette définition, je peux juste avoir le 1 et le reste, je ne peux pas l'avoir. Donc, elle, ça ne marche pas.
je vais dire que entier ns, ça va être cette définition. Et ce premier chiffre, ça va être mon 1. Maintenant, je vais dire, est-ce que 245 est un entier ns? Donc, pour entier ns, c'est quoi sa définition? C'est soit chiffre entier. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc, le 1, on l'a déjà défini. Je vais choisir cette deuxième, encore une fois, pour ce entier ns. Donc, entier ns, lui, je vais le traduire en chiffre. Je vais utiliser la deuxième définition et entier ns. Alors, ce chiffre-là, ça va être le 2. Donc, lui, il va être le 2. Donc, j'ai défini les deux. Et pour 45, ça va être mon nouveau entier ns. Et lui, pour le définir, je vais choisir encore chiffre et entier. Le premier chiffre, ça va être 4. Et le deuxième, entier non signé, ça va être défini comme cette fois-ci juste chiffre et non pas entier ns. Je vais le définir juste avec lui. Et maintenant, ce chiffre, je vais le traduire à 5. Et là, j'ai eu mon 1, 2, 4, 5. Je les ai eus à partir de la définition. Voilà, je viens de définir l'entier non signé, mais bien sûr, dans votre réponse, vous devez ajouter la définition de chiffre. C'est juste qu'on vient de l'avoir dans la diapositive d'avant, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis, mais pour une réponse complète, vous devez l'ajouter. Définir float 14.5, 6.2, 5.00. Donc, comment est-ce que vous pouvez définir float, sachant que vous venez de définir entier ns? Je vous laisse réfléchir. Et maintenant, je donne la solution. Alors, un float, c'est quoi? Je vais écrire float entre inférieur et supérieur. Et le métasymbole pour dire je veux définir float. Un float, ça peut être un entier non signé. Et là, je peux avoir 14, 100, 1, 10, ce que je veux avec l'entier. Je dois avoir un point. Donc ici, on a choisi point. Donc je dois avoir le point tel qu'il est. C'est un terminal. Et après ça, je peux avoir ce que je veux. 125, 3, 5. Donc c'est un autre entier non signé. Mais j'ai des floats j'ai des réels qui sont négatifs. C'est pour ça que je vais mettre un moins au début. Et le moins, il est optionnel. Je peux l'avoir comme je peux ne pas l'avoir. Les crochets ici, c'est des métasymboles. Ce n'est pas des choses que je dois trouver. Ce n'est pas un terminal. Sinon, j'aurais eu les deux guillemets. On met les guillemets juste quand il y a confusion. Mais sinon, tout ce que je trouve qui n'est pas défini, c'est un terminal, sauf les métasymboles, bien sûr. Maintenant, donner des définitions en notation BNF qui rendent ce programme ProgEx, c'est le nom de ce programme, syntaxiquement correct. J'ai écrit un programme, c'est mon langage de programmation à moi. Ça commence par programme, le nom du programme P1, int, une déclaration, un entier x, un float y. Je dois trouver début, après ça je trouve des choses comme x de point égale 7, y de point égale x sur 2, et je termine avec fin. Votre réponse, elle peut être générale, comme elle peut être juste sur cet exemple. Ce qui importe, c'est répondre à la question. Donc, pour que ce soit plus simple, donnez une réponse qui s'ajuste juste sur cet exemple ici. Ça va vous permettre après comment est-ce qu'on peut généraliser. Sinon, si vous pensez que vous maîtrisez un peu, que vous avez bien compris, vous pouvez donner quelque chose qui est un peu plus général. Je parle par exemple comme le P1 ici. Est-ce que vous donnez des noms qui sont juste avec une lettre après un chiffre ou vous donnez des noms valides n'importe comment? Ça veut dire, ça peut être PP1 ou 3P1 ou 3P sans le 1. C'est à vous de voir. Maintenant, on va voir ma solution, ce que j'ai proposé, sachant qu'il y a différentes solutions à cette question. Comme on a dit, elle peut être très restreinte à l'exemple qu'on a, elle peut être un peu plus générale. Le programme, c'est ici, les différentes instructions de programme. Et maintenant, je vais essayer de définir c'est quoi un programme dans ce langage que je viens d'inventer. Alors, la première chose, c'est mon programme à moi. Il est constitué de, il est défini par
programme tel qu'il est, c'est un terminal, je dois absolument le trouver. Et après ça, je donne un nom au programme, identificateur, j'ai choisi comme nom, vous pouvez appeler ça nom, appelez-le comme vous voulez. Et après ça, il y a un corps du programme. Donc, tout ce que je dis, c'est que je dois avoir un programme avec un nom, et après ça, j'ai un corps. Vous pouvez aller plus loin, diviser le corps tout de suite. Moi, j'ai appelé corps, et après ça, je dois définir c'est quoi un identificateur et c'est quoi un corps. Dans mon corps, ça veut dire toutes les instructions qui restent, j'ai des déclarations, plusieurs déclarations. Donc, ça, c'est pour le int et pour le float. Et après ça, j'ai un terminal. Je dois trouver début. Et ici, j'ai des instructions, mais je vois que c'est juste des affectations. Donc, c'est plus précis pour cet exemple. J'ai dit j'ai des affectations. Mais si j'avais d'autres, je peux dire instructions. Et je termine avec un fin. Je dois trouver un fin comme terminal. Maintenant, bien sûr, tout ce qui n'est pas défini parmi les non-terminaux, je dois les définir. Je commence par ces déclarations. Alors, puisque j'ai plusieurs déclarations, donc déclaration avec S, ça peut être une seule déclaration ou plusieurs déclarations. Comme ça, je peux faire plusieurs déclarations. Alors, la déclaration avec S, plusieurs déclarations, c'est une seule déclaration ou une déclaration avec plusieurs déclarations. Maintenant, je dois définir c'est quoi une seule déclaration. Une seule déclaration, c'est un type comme le int et le float. Et juste à côté, un identificateur, c'est le nom de la variable. Et vous voyez que j'ai utilisé identificateur, identificateur, ça veut dire les mêmes règles vont s'appliquer pour le nom de programme et le nom de la variable. Maintenant, j'ai utilisé type, je dois dire c'est quoi type. Mais type, je dis juste que c'est soit un int, soit un float. Vous voulez aller plus loin, vous faites ou string, ou bool, etc. Vous pouvez ajouter tous les types que vous voulez. Mais pour l'exemple, j'ai utilisé juste int et float. J'ai pris le int et float. Maintenant, le identificateur. C'est quoi un identificateur? Regardez, c'est une lettre. Ça commence toujours par une lettre. Après ça, une lettre ou un entier non signé. C'est ce que j'ai choisi qui répond juste à cet exemple. Pas en général, pas c'est quoi un identificateur dans les autres langages de programmation, mais dans ce langage, soit une lettre, donc je vais le remplacer juste par X, juste par Y, soit une lettre avec un entier, et l'entier, ça va être le 1 pour répondre au P1. Maintenant, c'est quoi entier NS? On l'a déjà vu. Avec chiffre, on l'a déjà vu aussi. Et il reste la lettre. C'est quoi une lettre? C'est le A, B, C, D jusqu'à Z. Ou je peux écrire A.Z pour dire c'est l'alphabet de A jusqu'à Z. Voilà, maintenant j'ai défini programme avec l'identificateur, les déclarations, le début, la fin. Qu'est-ce qui reste? Il reste les affectations. Ici, c'est quoi une affectation avec S? Vous vous en doutez bien maintenant, une affectation avec S, soit une seule affectation ou affectation avec S. Ça veut dire que ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou autant que je veux d'affectation. Une affectation maintenant, c'est quoi? Une affectation, ça est défini par un identificateur. Ici, j'ai utilisé deux points égales pour l'affectation. Donc, deux points égales, un terme. Et je dois définir maintenant, c'est quoi ce terme. Mais est-ce que c'est juste un terme ou je peux ajouter aussi une affectation? J'ai écrit deux fois affectation. C'est juste pour vous montrer que je peux avoir plusieurs définitions du même nom terminal. J'aurais pu faire un ou ici, mais juste pour vous montrer que c'est possible. Et il y a moins de confusion aussi. Vous allez vous dire est-ce que c'est le ou pour les deux points égaux ou est-ce que c'est pour la définition. Donc, j'ai choisi d'ajouter une définition pour affectation. C'est un identificateur, deux points égaux, terme, opérateur, terme. C'est pour celle-là. Maintenant, je dois définir terme. Le terme, c'est soit un entier, donc ça va répondre au 7. Sinon, c'est un identificateur. Et là, ça va prendre comme X, par exemple. Et maintenant, c'est quoi un opérateur? Un opérateur, c'est
la division qui m'importe, et je peux ajouter, pour que ce soit un peu plus général, l'addition, la soustraction et la multiplication. Donc je viens de faire l'affectation. Donc pour la première, par exemple, x de point égale à 7, et là je vais prendre identificateur de point égale terme. Et le terme, je vais le remplacer par entier, et le entier, je vais le remplacer par chiffre, et le chiffre, ça va être le 7. Pour l'autre, l'affectation, je vais prendre cette définition, identificateur qui sera le y, de point égal, c'est un terminal. Le terme, je vais le prendre comme identificateur, et l'identificateur va être une lettre, et la lettre va être x. Après ça, l'opérateur, ça va être la division, et encore une fois, le terme cette fois-ci, ça va être un entier, et l'entier, ça va être 2.